Alors elle est née d'un constat, celui d'un décalage encombrant entre d'un côté des urbanistes qui prônent la densité et de l'autre l'image du lotissement qui en quelque sorte concentre toutes les critiques négatives à l'égard d'un mode de vie périurbain qu'on a fortement stigmatisé. On accuse le lotissement d'être inesthétique parce que standardisé, peu intégré parce que mal relié à son territoire, bref, en quelque sorte, responsable de la monotonie et de l'inélégance du périurbain. Et à trop stigmatiser et simplifier ces tissus périurbains d'un point de vue formel et social, on finit par idéaliser une production et un mode de vie essentiellement urbain au détriment des diversités locales, de leur potentiel et dans le mépris des aspirations habitantes. Et donc l'idée de ce cahier est, dans un premier temps, de répondre à une série d'idées reçues sur l'habité périurbain, refuge des classes moyennes, synonyme de repli domestique et associé à la montée de l'individualisme. La deuxième idée est de dire que l'habitat individuel groupé, mieux conçu, mieux relié, mieux intégré, peut concilier les aspirations habitantes et les exigences de la ville durable. Et finalement, de révéler la capacité des espaces périurbains et de leurs habitants à participer à la nouvelle norme en vigueur du développement durable. Ne se trouve pas essentiellement dans l'assouplissement des règles d'urbanisme, indispensable mais non suffisant, puisque valoriser et densifier les quartiers pavillonnaires nous oblige à créer les conditions d'un urbanisme de proximité, un urbanisme de voisinage, pour reprendre les propos de Dominique Bonini, architecte urbaniste au CAUE, en partageant les enjeux d'un projet avec les habitants. Et ce, d'autant plus que la transformation des opérations d'habitat individuel groupé ne relève pas que du droit public, mais nécessite souvent la révision d'un règlement de copropriété qui, lui, relève du droit privé. Donc concrètement, il faut que la collectivité locale, avec l'aide d'architectes comme ceux du CAUE, accompagne la transformation de ces ensembles pavillonnaires en travaillant sur un nouveau cadre réglementaire, qui serait en quelque sorte la déclinaison d'un projet partagé avec les habitants. Et si on a réussi à dédramatiser la densification, il faudra encore lui donner du sens, qu'elle soit non seulement acceptable, mais profitable aux habitants. Comment mettre en place un projet collectif à partir de l'initiative individuelle privée? C'est la question que se pose Flore Bringant, architecte. Et son article met l'accent sur la nécessité de concilier stratégie urbaine et stratégie sociale en proposant de nouvelles formes d'habitat capables de s'imbriquer en douceur dans la grille pavillonnaire existante, par exemple des implantations latérales qui vont préserver l'intimité en maintenant les vues dégagées, en assurant l'ensoleillement du jardin et également en créant de nouvelles interactions sociales. Eh bien, pour les communes de ces territoires, un des enjeux est bien évidemment de satisfaire une demande locale importante. Elle se compose notamment de primo-accédants qui ne peuvent pas acheter une maison à plus de 250 000 €, des jeunes ménages qui sont nés dans le périurbain et souhaitent y rester. Alors les promoteurs semblent avoir déserté le marché de l'individuel groupé face à la difficulté de produire des maisons à des prix compatibles avec la demande de ménages aux revenus moyens et qui constituent l'essentiel du marché. C'est ce que rappelle Amélie Darlé, chargée d'études à l'IAU, dans son article, en soulignant qu'entre logement aidé et logement haut de gamme, il y a un pan important de la gamme des logements neufs à construire qui, pour être accessibles aux ménages, nécessitent des aides publiques spécifiques permettant de minorer le coût du foncier. L'enjeu est donc de pouvoir loger une population qui aspire à vivre dans ces territoires, parce qu'elle y est née, mais aussi parce qu'elle y trouve un mode de vie plus en adéquation avec ses attentes. Il faut donc favoriser cet ancrage territorial en fluidifiant le parcours résidentiel pour offrir à chacun un logement à sa mesure. Alors, l'habitat participatif pourrait être un des moyens d'y parvenir, à condition que la puissance publique, via la maîtrise foncière, accompagne ce mouvement. Et c'est ce que propose Madame Descamps-Crenier, maire de Rosny-sur-Seine, qui est interviewée dans ce cahier. Et comme nous le disent Martine Berger et Lionel Rouget, tous deux géographes, le profil des habitants des territoires périurbains a changé. Ils ont des attentes et des demandes nouvelles
en termes de services et de proximité. Leur environnement résidentiel est devenu un lieu de vie et on note un sentiment d'appartenance à cet environnement et en parallèle, une forme d'indépendance en termes de pratique et de représentation symbolique par rapport à la ville-centre. L'enjeu pour la puissance publique sera donc d'accompagner ce mouvement de maturation des territoires périurbains. Et je vous invite donc à lire le dernier cahier de l'IAU, Agence métropolitaine régionale, sur l'habiter dans le périurbain.